Dimitri Pavlenko. 8h41, c'est l'image du jour, ces photos prises de l'espace par cette société américaine Maxar qui est en train de se faire un nom à travers cette guerre en Ukraine. Des photos nous montrant un convoi militaire russe d'une 60aine de kilomètres de long. Rendez-vous compte, se dirigeant vers Kiev, des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie, etc. La colonne se trouverait là à moins de 25 kilomètres de la capitale ukrainienne. Leur destination, sans aucun doute, s'agit-il des prémices d'un siège ou d'un assaut? On en parle ce matin avec Bruno Jeudi, le rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Jean-Christophe Gallien, politologue, consultant en communication. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dimitri. Et le général François Chevancier est avec nous, consultant géopolitique, enseignant. Bonjour général. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Je commence avec vous. Comment vous interprétez cette photo qui nous dit plusieurs choses, que les Russes à ce stade, d'abord on est encore sous la pédale, il y a des forces fraîches en réserve, et que le siège de Kiev est pour bientôt, pensez-vous général? Oui, tout à fait, et de toute façon on avait 150 000 hommes annoncés aux frontières de l'Ukraine, il faut bien les mettre quelque part. Donc petit à petit, le terrain s'approprie, les Russes avancent difficilement. Et difficilement, d'après tout ce qu'on entend. Et apparemment, c'est le cas. Autrement, Kiev serait déjà tombé. Il est temps d'envoyer des renforts, des troupes fraîches, comme vous l'avez dit il y a quelques instants. Je dirais que là, on peut regretter que la force aérienne ukrainienne ne soit pas suffisamment forte, parce que cette colonne-là n'aurait jamais dû arriver jusqu'à Kiev si les moyens avaient été donnés à temps. Oui, je peux vous dire, ça démange les Américains, parce qu'il se trouve qu'un sénateur, Chris Murphy, a relaté des choses qu'il pouvait dire d'une réunion confidentielle, et il a posté quelques éléments de cette réunion en disant: nous envisageons de nouvelles sanctions, notamment à l'égard des Russes. Et les premiers messages qui sont postés, notamment par un éditorialiste assez célèbre aux États-Unis, lui disant: mais pourquoi l'OTAN ne bombarde pas cette colonne de chars? 60 km sur une route, c'est assez facile. Je crois qu'il y a d'autres explications. C'est que la suprématie aérienne russe, elle est là déjà. Et deux, effectivement, si l'OTAN bombardait cette colonne qui est une cible tentante, nous serions en guerre entre l'OTAN et la Russie. Et c'est impensable. Donc obligatoirement, nous sommes obligés de laisser passer cette colonne de chars qui monte sur Kiev. Ouais. Je reste un petit peu avec vous encore. Alors, on l'a dit, il n'y a pas eu de blitzkrieg des Russes. Quoique, en fait, on sait aussi qu'envahir un pays de la taille de l'Ukraine, 600 000 km², c'est plus grand que la France. Ça ne se fait pas non plus en 2 jours et demi. Vous dites, les Russes avancent difficilement. Ils avancent quand même sur plusieurs fronts à la fois. Il y a le front de Kiev, il y a celui de Kharkiv, qui se trouve un peu plus à l'est. Il y a le front du Donbass aussi, également, là, qui est bien défendu par l'armée ukrainienne. Et puis, il y a ce front du sud aussi par la mer, les villes de Mariupol, la ville d'Odessa également, qui sont sous le feu des Russes actuellement. Oui, l'objectif russe, il est quand même assez clair, de récupérer au minimum les territoires contestés depuis des années. Et Mariupol en fait partie, c'est-à-dire la continuité territoriale entre la Crimée et la Russie. S'il y avait un seul but de guerre dans cette affaire-là, ça serait déjà cela. Maintenant, il n'y a pas que celui-là. L'objectif est aussi de démilitariser, entre guillemets, l'Ukraine, pour pas que ça soit un bastion de l'OTAN. Bon, et je pense que ce qui a été dit par Poutine depuis quelques jours le confirme. Il ne cédera pas sur cette question-là. Et si les forces russes sont capables d'avancer quand même, parce qu'ils ont les moyens derrière, effectivement, on peut s'inquiéter de l'avenir de cette résistance qui n'a pas encore tous les moyens militaires pour résister. Mathieu Bocoté rendait hommage à l'instant à la résistance ukrainienne en prenant un peu de recul à l'égard de la propagande, mais véritablement vous pensez que cette résistance est vouée à l'échec, général Chevancier? Non, vouée à l'échec, non, pas à la date d'aujourd'hui, mais je pense en difficulté. Alors je ne veux pas faire un contre-discours, mais bon, le peuple ukrainien se bat. Oui. Il faut quand même le reconnaître. L'armée ukrainienne tient, alors qu'on a dit qu'elle ne tiendrait pas. Maintenant, il faudrait peut-être que tout ce qu'on a promis de l'Union européenne, ou d'ailleurs, arrive. Et la question que je pose, comment ce matériel va arriver dans les conditions actuelles du terrain, où la suprématie aérienne russe est là? Donc on ne pourra pas l'aérolarguer depuis les airs. On ne pourra pas envoyer de matériel. Arriver par la terre. Oui. Et donc, d'où est-ce que ça ne sera pas considéré comme acte de guerre? Et par qui? Qui va transporter de la Pologne, par exemple, jusqu'à Kiev du matériel? Est-ce que ce matériel pourra arriver par la route sans risque? Très honnêtement, je suis un peu dubitatif sur les grandes promesses et sur leur efficacité si on ne se dépêche pas. Et comment obtenir cette efficacité? En l'occurrence, il n'y a que des moyens militaires. Donc, qui va s'engager pour permettre à ce matériel d'arriver à temps aux mains de l'armée ukrainienne d'une part, et d'autre part de la force de résistance populaire? On a peut-être le précédent de l'Afghanistan du temps de l'invasion russe. Peut-être on en reparlera dans un instant, général Chevancier, sur les moyens de faire parvenir cette aide militaire aux rebelles. Je ne sais pas comment les appeler. Enfin, en tout cas, à la résistance ukrainienne. Bruno Jeudi, je me tourne vers vous. On était en ligne ce matin avec
votre grand reporter François Delabarre. Il est à Kiev, dans la ville vers laquelle se dirige cette fameuse colonne. Vous êtes en contact, j'imagine, direct avec lui. Comment ça se passe dans ces cas-là pour un journal comme le vôtre? Vous envoyez quelqu'un qui est quand même au cœur il est dans le chaudron, là, François Delabarre. Comment ça se passe pour lui? Oui, il y a même deux grands reporters qui sont pour Paris Match en Ukraine. Nicolas Delessal qui est à Lviv. Donc complètement à l'ouest, voilà, très proche de la Pologne. Complètement à l'ouest et qui a traversé le pays d'est en ouest pendant le week-end, 17 heures de train. Il est parti depuis Donetsk, depuis cette région-là, avec le photographe, ouais. Avec son photographe Dominique Chauvel. Et puis vous aviez ce matin François Delabarre qui lui a traversé le pays, mais de la frontière polonaise jusqu'à Kiev pendant le week-end. Et vous l'aviez ce matin sur les ondes. Ce sont des grands reporters chevronnés, ils ont déjà couvert plusieurs conflits, donc ils font attention, ils se déplacent en fonction des possibilités. On a hâte de les lire dans vos colonnes, mais le train pour Nicolas et la voiture avec Frédéric Lafargue pour François. Qu'est-ce qu'il vous raconte de ce qui se passe là-bas, de cette guerre? Eux qui ont qui ont d'expérience pour faire des comparaisons. Étrange. Nicolas ce week-end avait plutôt le sentiment que c'était un peu une guerre qui ne se voyait pas quelque part, avec à la fois beaucoup de réfugiés, des bombardements la nuit, couvre-feu, et dans la journée quelque chose un peu d'insaisissable quand même, avec une traversée du pays où il y avait le sentiment de fuir la guerre, puisque quelque part elle était plutôt vers l'est, alors que vers Lviv pour l'instant il y a eu des c'est à Lviv que notamment la France a décidé de déplacer son ambassade. Absolument. Qui était à Kiev. Hier ça a été annoncé par Jean-Yves Le Drian, avec quand même des propos, j'ai trouvé, du ministre des Affaires étrangères qui étaient un peu fataliste pour les Français. Il leur demandait de quitter au plus vite Kiev. Partez à pied, partez par la terre, par tous les moyens. Partez à pied et à vos risques et périls, parce qu'on peut. Mais il n'y aura pas d'avion qui viendra vous chercher à Kiev. C'est difficile, puisque le général le disait à l'instant. Les Russes ont la maîtrise des airs. Les Russes maîtrisent les airs. La France n'est pas en mesure de faire sortir ses ressortissants par un avion, et donc et même un convoi. On voit bien un convoi entre Kiev et Lviv. Ils ont acheminé l'ambassadeur, mais pour les Français qui sont à Kiev, il y a quelque part un risque de piège pour eux, à moins qu'ils puissent, comme beaucoup d'habitants, prendre la route et aller jusqu'à la frontière polonaise, vaille que vaille. Alors, je profite de votre expérience à chacun pour en tirer la substantifique moelle. Jean-Christophe Gallien, vous me racontiez que vous revenez de Roumanie. La Roumanie est mitoyenne de l'Ukraine. Comment vit-on les choses, la proximité de cette guerre? On a beaucoup d'images de la Pologne, où l'on accueille à bras ouverts les réfugiés ukrainiens, au nom de la solidarité entre pays voisins dans ce genre de contexte. Aussi du fait que la Pologne, qui ne voulait pas des réfugiés venus d'ailleurs, là se dit ce sont des frères finalement, ces gens sont très proches de nous. En Roumanie, vit-on les choses de la même manière? Est-ce que vous avez ressenti la même solidarité à l'égard de la population ukrainienne? Oui, il y a déjà, enfin, en tout cas, c'est un pays membre de l'OTAN, je rappelle. J'étais aux frontières, c'était la capitale, donc il y a deux angoisses, mais qui traduisent globalement ce qui est en train de se passer, qu'on voit pas assez ici. Il y a d'abord une réalité de terrain. Il y a des combats, il y a des morts. Et ces morts, et ces gens qui passent les frontières, ils passent pas les frontières pour un pays tampon, pour une zone finlandisée, ils viennent en Union européenne. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on est en première ligne. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est en première ligne. Et la France, évidemment, qui préside l'Union européenne, avec son président, en campagne ou pas en campagne, est en première ligne là aussi. Donc, c'est une réalité. Français positionnés en Roumanie. Exactement, c'est une réalité. Alors là, ça c'est très concret, et voilà. Et après, il y a cette dimension globale. On voit bien que qu'est-ce qui se traduit globalement par rapport à l'attaque russe? C'est une forme d'abstention au Conseil de sécurité, d'abstention au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a une difficulté de positionnement de la communauté internationale. On voit bien qu'il y a une victoire, entre guillemets, large, assez large, moi je trouve, du camp qui est en train de s'organiser entre Chine, Russie, Corée du Nord, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une multitude de points de conflit. On voit celui de l'Ukraine, mais nous, on a un conflit en Afrique qu'on ne dit pas, mais qui est une réalité dans le Sahel, avec ça et là des difficultés fortes. Il y a des mouvements très forts, évidemment, on le sait, dans l'Indo-Pacifique. Il y a des mouvements aussi forts qui se traduisent en ce moment avec des pressions aux États-Unis, en Amérique du Sud. Donc, on a une forme de globalisation de ce conflit, et les Roumains, par exemple, en l'occurrence avec ceux que j'ai discuté, qui sont les responsables politiques du pays, ils sont inquiets. Pourquoi? Parce que
concrètement, eux, ils se disent, mais où ça va s'arrêter? Et comme il y a cette guerre d'image, je suis pas tout à fait d'accord avec M. Bock-Côté tout à l'heure, il dit oui, la résistance, elle s'empare de ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Zelensky? Par contre, ce qu'on voit, c'est que la guerre des images, avec l'immédiateté, ce que vous disiez, on voit en direct quasiment les troupes russes avancer, ça les empêche pas d'avancer. Ça n'a jamais empêché Vladimir Poutine d'arriver. Donc la bataille, si vous voulez, de l'audiovisuel généralisé, globalisé, ça n'empêche pas quelqu'un d'attaquer un pays et de rentrer. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils voient la Moldavie. Exactement. Et ils voient la Moldavie. Et la Moldavie, c'est quoi? C'est pas les 500 000 réfugiés, là. C'est quasiment 1 million, ils estiment. Et ils vont se les prendre dans la figure. Donc ils se disent, attendez, nous on est Union Européenne, comment on va faire si, à nos portes, cette fois-ci, autrement que l'Ukraine, on a une entrée en Moldavie qui correspond peu ou prou, avec alors encore plus faible, parce que l'Ukraine, on pourra en reparler. Je pense que c'est pas un Afghanistan, c'est pas très loin. Mais la Moldavie, c'est pas dit. On rappelle qu'il y a une petite bande de la Moldavie qui s'appelle la Transnistrie. Qui est russe. Voilà, qui est une bande russe, qui longe en plus la frontière ukrainienne, et évidemment là-bas sont positionnés des soldats des armes russes. Et il y a cette hantise d'une jonction d'ailleurs entre le front est, si je puis dire, et cette Transnistrie acquise à la cause de Moscou. On voit bien la complexité de cette guerre. Général Chauvency, d'ailleurs je signale, vous êtes contributeur d'un blog qui s'appelle Theatrum Belli, très intéressant. On suit évidemment l'évolution de la guerre pas à pas. Et je lisais ce matin justement sur Theatrum Belli. Alors là, vraiment, on entre dans les détails de la guerre, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Vous parliez tout à l'heure des difficultés que l'on prête à l'armée russe pour avancer en territoire ukrainien. On parle beaucoup de cette faille logistique des Russes, à savoir qu'effectivement l'avant-garde, les soldats, les chars avancent, mais des fois il faut faire le plein, il faut ravitailler. Là, c'est compliqué. Et on voit qu'il y a une très forte dépendance des Russes au train, ce qui explique peut-être la délicatesse avec laquelle ils approchent de Kiev. Il faut surtout pas détruire les nœuds ferroviaires, etc. C'est aussi une des données importantes de cette guerre. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas d'éléments particuliers sur l'usage des voies ferrées qui ont fait leurs preuves dans le passé depuis la fin des années du 19e siècle. Mais je pense que moi, je reviens sur un autre point quand même. Hein. Oui, les Russes ont peut-être du mal à avancer, mais ils avanceront. C'est une armée entraînée. On n'a rien dit depuis 11 mois, depuis avril 2021, où on a vu quand même 100 000 hommes s'entraîner à faire la guerre. Aucun pays aujourd'hui n'est capable de manœuvrer, à mon avis, sur le terrain 100 000 hommes du jour au lendemain. Ça fait 11 mois que l'armée russe se prépare à progresser et elle travaille ensemble. Et là, elle se met en œuvre ce qu'elle a appris pendant un certain nombre de mois. Est-ce qu'elle s'est entraînée à la guerre en zone urbaine? Je n'en suis pas certain, et c'est peut-être là que se fera la différence. Ensuite, je voudrais quand même revenir sur le point des migrations. Moi, ce que je constate surtout, c'est que ceux qui quittent l'Ukraine sont plutôt les femmes et les enfants, et que, à la différence de d'autres pays comme l'Afghanistan ou le Mali, par exemple, les hommes reviennent se battre. Et je crois qu'en termes de phénomène de résistance, c'est assez énorme. Je pense c'est bien de le citer. On accompagne sa famille pour la mettre en protection à l'étranger, mais on revient se battre pour défendre sa terre. Et ça fera peut-être la différence face aux Russes. Alors il y a aussi ce phénomène d'ailleurs de brigades internationales. On connaissait les brigades internationales des djihadistes, mais on se rappelle aussi qu'à la base, c'est la guerre d'Espagne, c'est pendant la guerre d'Espagne que ça a été inventé. Avec votre œil de militaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces brigades internationales? On voit que c'est beaucoup notamment de jeunes militaires français ou passés par nos armées qui prennent la décision de partir aider les Ukrainiens. Je vais peut-être prendre un terme qui n'existait pas à l'époque de la guerre d'Espagne, mais qui existe aujourd'hui, ça s'appelle une forme de guerre hybride finalement. C'est des armées qui ne sont pas sur le terrain, mais il y a quand même des soldats et qui vont contribuer à une cause qui apparaît juste. Il y a plusieurs reportages qui sont partis sur ces jeunes soldats ou anciens militaires qui disent « je veux participer ». Maintenant, je pense qu'il faut peut-être relativiser et qu'on ait plus aussi... il y aura peut-être quelques dizaines, peut-être quelques centaines, c'est pas ça qui va changer le sens de la guerre. Oui. En revanche, Zelensky a parfaitement compris comment ça fonctionnait et il appelle aux brigades internationales. Donc il motive l'opinion internationale. Il aura des combattants en plus, certains, mais s'ils n'ont pas d'armes anti-aériennes, que pourront-ils faire? Il y a toujours ce problème que vous avez soulevé tout à l'heure. Comment va-t-on acheminer l'aide militaire promise à l'Ukraine? La première priorité déjà, parce que c'est des armes relativement légères, c'est amener au moins les armes de courte portée anti-aériennes. Oui. Déjà pour rendre les Russes en situation, les mettre en situation d'insécurité. Déjà, ça serait pas mal. Mais je remarque qu'il y a très peu d'images sur la force aérienne russe, que ce soit des hélicoptères ou des avions. C'est très rare. On en a vu dans les premières heures. On les voit passer. Il y en a peu. Et je me pose comme des questions. Voilà, je pense qu'on n'a quand même pas une vraie vision du théâtre des opérations. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que la maîtrise vous n'êtes pas certain que les Russes aient vraiment la maîtrise du ciel? Officiellement, ils l'ont. Oui. Ils le proclament. Mais pour l'instant, de notre côté, je n'ai pas des confirmations, je dirais, par les services adaptés pour dire oui, on constate. Bon, maintenant, il faut prendre ça en compte.
elle existe. Il y a, je crois que les Russes ont en gros 20 fois plus d'avions de chasse que les Ukrainiens, déjà pour commencer. Voilà. Bon, c'est une réalité physique. Bruno Jeudi, votre regard, alors la politique c'est plus votre domaine que le militaire, mais très concrètement, il y a ce sondage Harris qui montrait le Rolling IFOP aussi pour Paris Match, qui montre des mouvements quand même assez importants, des embardés, on peut même dire, des candidats dans le positionnement par rapport à ce conflit en Ukraine. Grosso modo, il y a 2 mouvements importants qui sont assez exceptionnels pour des sondages quotidiens. C'est l'échappée d'Emmanuel Macron, 28%, 12 points d'avance sur Marine Le Pen. À ce stade, c'est sans être entré en campagne, c'est un phénomène qui rend la présidentielle assez jouée pour quelque part. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle l'effet drapeau, le réflexe légitimiste de Français qui ne veulent pas entraver, gêner l'action du président de la République, fût-il bientôt candidat. Puis le deuxième phénomène, c'est les candidats pro-russes, entre guillemets, qui sont en train de dégringoler, avec une mention particulière pour Éric Zemmour, qui est pris à revers sur plein de questions. Et la boîte à archives est extrêmement douloureuse pour eux et pour lui. Il perd 1,5 point dans ce sondage. Voilà. Et après, il n'y a pas grand-chose à dire sur les autres. C'est la descente normale pour les autres, qui évidemment, avec une campagne qui sera une non-campagne probablement. Jean-Christophe Gallien, le mot de la fin. Écoute, on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que cette non-campagne... Certains posent la question. Moi, je pense. Alors, pour le coup, j'étais très hostile à l'idée de déplacer quoi que ce soit. Mais je sais pas si pour un pays comme le nôtre, dans un contexte aussi perturbé, je vous dis, c'est pas simplement cette frontière européenne. Vous posez la question de la pertinence de l'élection présidentielle. Parce que même pour le président de la République, même pour ce pays, même pour l'Union européenne, et pour le débat démocratique à l'intérieur du pays, je pense qu'il n'y a, c'est pas une stratégie de déstabilisation que de poser la question, parce qu'on en a parlé pour les élections locales. Là, c'est la mère des élections chez nous. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange dans un contexte où on peut se poser la question, est-ce qu'on est à 6 mois ? C'est un débat pour les jours à venir. Exactement. C'est un vrai débat. Merci Jean-Christophe Gallien, merci Bruno Jeudi, Général Chauvency, merci d'être venu nous voir ce matin au micro.